Bonjour à tous. Donc c'est un plaisir d'introduire cette séance. Merci pour votre intérêt envers ce séminaire. Donc c'est un séminaire qui est organisé dans le cadre de l'ATECOPOL, qui est organisé par l'ATECOPOL. L'ATECOPOL qui est l'atelier d'écologie politique de Toulouse et qui participe depuis son lancement à la construction d'une communauté pluridisciplinaire qui se questionne notamment sur des enjeux scientifiques et qui travaille aux multiples aspects liés au bouleversement écologique. Donc, dans ce cadre-là, il y a un certain nombre de séminaires qui sont organisés, qui s'appellent des sémécoles. Et cet après-midi, donc, on a le plaisir d'assister à un de ces sémécoles. Sachez qu'ils sont enregistrés et donc disponibles et consultables sur le site internet de l'ATECOPOL. Et pour présenter le thème donc, de cette séance, la discussion s'intitule « Enrayer la destruction du vivant, pourquoi tant de diversion ?» Et nos deux invités viennent tous les deux de Montpellier. Donc on est très heureuse d'accueillir Virginie Maris, qui est chercheuse en philosophie de l'environnement, directrice de recherche au CNRS au Centre d'écologie fonctionnelle et évolutive de Montpellier, et d'accueillir Vincent de Victor, qui est chercheur en écologie et en biologie de la conservation, directeur de recherche au CNRS, à l'Institut des sciences de l'évolution à Montpellier. Et donc nos deux invités vont parler pendant 1h30 et les questions arriveront dans un second temps. Et cette séance a été préparée et sera animée notamment par Soisy Crochange du laboratoire LRSV à l'Université de Toulouse et moi-même. Voilà, Gabrielle Martin. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors, on remercie chaleureusement Virginie et moi, l'ATECOPOL Toulouse, Soisy et Gabrielle en particulier pour cette invitation. On envie pas mal la puissance et puis l'animation de l'ATECOPOL Toulouse à Montpellier. Et on est très content de participer à ce séminaire, d'autant plus qu'on va pouvoir un peu éprouver quelques réflexions récentes qu'on partage avec Virginie. Donc c'est vraiment intéressé aussi qu'on expose un petit peu ces réflexions avec vous. Alors je vais commencer par une citation que je vais laisser en suspens, qui pourrait être un peu le point de départ un peu de notre réflexion. Il est plus facile d'imaginer la fin du monde que celle du capitalisme. De Frederick Jameson. Alors effectivement, notre proposition, elle est motivée par une expérience finalement qui est devenue assez banale, qui est l'espèce de gouffre, parfois quasi comique, entre ce que l'on sait et ce que l'on fait. Entre ce qui est connu, c'est-à-dire une crise écologique majeure qui précarise les conditions de vie sur Terre, largement causée par, alors là je pourrais prendre des précautions, mais allons-y avec des mots un peu brutaux, le capitalisme industriel et le logique productiviste. On pourra préciser le contour, mais enfin quand même, il y a un peu de ça. Et ce qui est pourtant encouragé par les logiques de croissance et le modèle néolibéral, à savoir cette même précarisation. On a eu des séquences récentes qui montrent un petit peu ce fossé, qui parfois nous révoltent, nous surprennent, nous amusent, ça dépend. La séquence récente sur la crise agricole offre un peu un exemple de cette espèce de gouffre. La sortie de crise est obtenue en aggravant la crise. Elle verrouille le système de production industrielle sur lui-même, dans une dépendance toujours plus forte aux énergies fossiles et aux intrants, sans aborder plus structurellement les causes d'un mal-être profond dans la profession et la sortie irrémédiable d'un modèle de production mortifère. On a d'autres exemples de cette dissonance qui banalisent un petit peu l'injonction contradictoire comme guide d'action. Oui, nous allons faire rimer climat et croissance, lancé par Gabriel Attal lors de son discours de politique générale, entérine la possibilité, comme doctrine gouvernementale, de faire une chose et son contraire. La biodiversité, à peine évoquée, citée seulement 2 fois en passant, semble n'être même plus une variable d'ajustement. Quant à la pensée écologique, elle est qualifiée dans ce même discours de brutale. Donc les alarmes et les contestations en tout genre ne manquent pas pourtant. Mais à quels obstacles fondamentaux la pensée et l'engagement écologique se heurtent-ils ? Une autre façon de poser la question qui nous anime. Alors en travaillant ensemble sur cette question, on a buté sur 3 motifs qu'on a envie de qualifier de diversion. Pourquoi diversion ? Pour capturer ce qui nous semble manquer un petit peu dans les analyses critiques en écologie politique,
que j'énonce par une phrase un peu compliquée, mais que je vais essayer de décortiquer, qui sont les moteurs de la construction d'un consentement à éviter le traitement des causes de la crise écologique. Alors, moteur de la construction d'un consentement, pourquoi? Parce qu'on ne consent pas simplement à éviter de s'intéresser aux causes. Il y a une construction active à nous éviter le traitement des causes. C'est ce qu'on va essayer de poser comme hypothèse. Et fondamentalement, on a beaucoup dépensé d'énergie à traiter les symptômes et beaucoup moins à traiter les causes. On s'inscrit un petit peu ici dans la lignée de la proposition de Herman et Chomsky, Manufacturing of Consent, en 1988, la fabrication du consentement, qui propose une hypothèse intéressante à tester ou à transposer à l'endroit de la crise écologique. Selon Herman et Chomsky, il y a le système médiatique des années 80 qui fabrique des instruments idéologiques et symboliques en sélectionnant ce qui est acceptable de dire ou de ne pas dire, qui joue comme un filtre non neutre, opéré par les informations et les masses médias, qui produit l'adhésion à la pensée dominante. Voilà. Alors sommes-nous confrontés à un système un peu équivalent à l'endroit de la crise écologique qui nous permettrait d'expliquer pourquoi on est devant ce gouffre entre ce qu'on sait et ce qu'on fait. Alors bien sûr, petite précaution, ce qui nous semble ici intéressant, ce n'est pas de valider historiquement cette vue d'ensemble. On conçoit qu'elle ne soit pas forcément absolument, ultra solide, mais c'est plutôt de manière un petit peu tactique pour en voir les failles que ça peut provoquer pour essayer de repenser la question de l'engagement, qui est la grande question, à mon avis, aujourd'hui, qui traverse les sciences de l'écologie et pas seulement. Alors, je vais commencer par un rapide état des lieux sur la crise écologique que je vais borner volontairement, vous allez voir pourquoi, pour précisément ne pas se contenter de faire simplement une succession de symptômes et de listes de chiffres concernant cette crise écologique. Donc oui, il y a un diagnostic qui est couramment énoncé sur l'ampleur de la crise écologique et ses manifestations, et qui s'énonce souvent à l'aide de chiffres qui ont valeur de ritournelle. On les connaît plus ou moins tous maintenant par cœur, et c'est devenu des communs qui sont partagés. Alors l'un des chiffres le plus courant, très courant, qu'on peut trouver facilement, celui qui est proposé par l'IPBES assez récemment, qui est celui des extinctions, donc 1 million d'espèces animales et végétales menacées d'extinction dans les prochaines décennies. 1 million d'espèces. Je vous passe les détails du calcul, mais ce n'est pas très compliqué en fait, parce qu'on a un certain nombre d'espèces dont on a fait l'évaluation précise du statut de conservation. On a une extrapolation du nombre d'espèces connues sur Terre. On fait un peu un pourcentage d'espèces qu'on peut prédire comme étant menacées parmi les espèces connues et inconnues. On a une petite discussion à avoir sur le nombre d'insectes, parce que ça pose des problèmes à tout le monde. Il y a des chiffres, des fourchettes de grandeur d'estimation qui sont assez astronomiques. Et en l'occurrence, en faisant des gros arrondis, en étant ultra conservateur, en divisant tout ce qu'on raconte par 3 et 4, on produit ce chiffre, 1 million, c'est pas mal parce que ça tombe tout rond. Une autre approche concerne les abondances. Depuis 1900, l'abondance moyenne des espèces locales dans la plupart des grands habitats terrestres a diminué de 20%. 20% de l'abondance moyenne des espèces qui disparaissent dans chaque habitat. Autre chiffre courant, depuis 1970, la taille moyenne des populations de vertébrés sauvages a décliné de 70%. Plus exactement 68, mais 70, c'est mieux. Alors un dernier, moi qui m'a beaucoup impressionné, celui-là, en biomasse de mammifères terrestres, les animaux sauvages ne représentent plus que 4%. Les animaux d'élevage, 60%, et l'humain lui seul, 36%. Les chiffres analogues concernent l'occupation de la surface des terres. L'accaparement des terres, plus de la moitié des terres est dédié à une seule espèce, à savoir la nôtre. Alors, pourquoi j'ai pas envie de continuer trop là-dessus? C'est que on voit bien que le vertige de ces chiffres est proportionnel au vide qu'ils engendrent. Où ça se passe? Comment est-ce mesuré? Qu'est-ce que ça dit sur les causes? Ces approches globales, bien sûr, elles ont une vertu objectivante. Ça nous permet de tenir bon sur le fait que la crise écologique n'est pas juste un récit. Si elle n'est pas mesurée correctement, en tout cas, on peut supposer qu'elle est mesurable. Il suffit de proposer ces chiffres et puis d'en discuter la validité pour essayer de produire une objectivité de cette crise. Bon.
Mais ces approches, paradoxalement, ont la propriété d'abstraire les phénomènes mesurés. Ils ne disent rien sur la dimension politique, les responsabilités, les temporalités des destructions, ni vraiment sur ce que cela signifie biologiquement. Les éléphants et les oiseaux sont mis bout à bout comme deux entités juxtaposables. On peut en faire la somme, on peut les empiler, les soustraire, tout ça est mis bout à bout. Alors il y a comme étrangement une perte à la fois politique et écologique qui est générée par ces approches de chiffres globaux de la crise de la biodiversité globale. Quelque chose qui a été un petit peu déjà pointé du doigt par les pionniers de l'économie écologique, Georges Escourogen, qui disait qu'il y a un arithmomorphisme quand on fait ça. C'est-à-dire qu'on a tendance à confondre, de fait, la réalité et les chiffres qui décrivent cette réalité. C'est-à-dire la crise devient ces chiffres. Voilà. Parler de crise de la biodiversité eh bien, revient à énoncer un certain nombre, dégrainer un certain nombre de chiffres qui sont aussi sublimes que finalement inoffensifs, incapacitants. Qu'est-ce que je peux faire de 70% des abondances des vertébrés terrestres? Alors surtout que souvent on ne sait plus très bien de quoi on parle. C'est les mammifères, les vertébrés, c'est tout confondu, c'est biomasse de qui, de quoi. Bon. Finalement, on brouille les catégories alors même qu'on est dans un processus qui est censé objectiver. Voilà pourquoi je n'irai pas plus loin, c'est que précisément il y a un vide qui est opéré par ces chiffres et qu'on laisse de côté ce que nous on a envie de traiter aujourd'hui, à savoir les causes structurelles et non plus simplement les symptômes. Alors après ce diagnostic, on peut poser la question des réponses institutionnelles classiques à la crise écologique. Là encore, évidemment, les chiffres et la pauvreté finalement sensible de ces chiffres que vient d'évoquer Vincent n'ont pas pour but de remettre en doute l'évidence et la réalité de cette crise du vivant. Et donc, il y a un certain nombre de réponses institutionnelles qui ont été mises en place. Je ne vais absolument pas, moi non plus, en faire une liste exhaustive, mais simplement évoquer un peu les grands dispositifs politiques qui prennent la charge de cette crise du vivant. D'abord, un premier ensemble, une première famille de réponses institutionnelles a été la création d'aires protégées de diverses formes, tailles et types de gouvernance. Et cette stratégie des aires protégées, dans le contexte français par exemple, s'inscrit dans une stratégie nationale qui a été recomposée et réaffirmée, notamment par la stratégie nationale des aires protégées adoptée en 2021, dans laquelle on se donne des objectifs chiffrés. Ces objectifs sont de protéger 30% du territoire dans des dispositifs d'aires protégées, dont 10% seraient sujets à une protection forte. Donc on peut dire quand même qu'il y a une ambition assez forte, un tiers du territoire dans des aires protégées. L'avantage dans le contexte français, c'est qu'avant même d'émettre cet objectif, on l'avait atteint, puisque les aires protégées, et je le dis explicitement parce que parfois ça donne lieu à certains malentendus sur ce qu'on entend par aires protégées dans ce genre de stratégie et dans ce genre de politique, qu'elles soient nationales ou internationales. Les aires protégées ne sont absolument pas des mises sous cloche, des réserves intégrales, des interdictions radicales de tout usage ou influence humain. Les 30% sont atteints et dépassés parce que, par exemple, tous les parcs naturels régionaux sont considérés comme des aires protégées, c'est-à-dire que ce sont des dispositifs contractuels qui incitent, via différents mécanismes, et notamment des mécanismes d'incitation financière, à des bonnes pratiques, à des pratiques qui soient compatibles avec le maintien du patrimoine naturel et culturel du territoire. Donc, 30% d'aires protégées, ça ne veut pas nécessairement dire un tiers du territoire qui offre des protections fortes. Par exemple, d'un point de vue agricole, on n'a absolument aucune obligation, on a des incitations, mais aucune obligation à adopter des modes
de cultures biologiques ou hospitaliers pour la diversité sauvage. D'un point de vue énergétique, la façon dont les différents parcs vont organiser et gérer la production de nouvelles énergies est très variable et en tout cas n'exclut absolument pas la présence, voire dans certains cas la massification de dispositifs type ferme solaire ou éolienne. Dans ces 30%, 10% ont vocation à donner lieu à de la protection forte, et là cette fois on est sur des objectifs un petit peu plus contraignants qui bien souvent ne passent plus par la contractualisation mais davantage par la réglementation. Le type de solution, en tout cas le type d'institutionnalisation qui nous est familier, c'est les cœurs de parcs nationaux par exemple, les réserves naturelles nationales, certains espaces naturels sensibles, etc. Bon, alors là, pour ces 10%-là, le compte n'y est pas du tout, on peine à atteindre 2% du territoire. Donc premier, on va dire, ensemble de mesures, les aires protégées. Mais au-delà d'une protection spatiale de certains territoires, la crise de la biodiversité a donné lieu à un ensemble de lois et réglementations qui visent la biodiversité en tant que telle, de façon plus ou moins spatialisée, à travers notamment la protection juridique de certaines espèces et de certains espaces. Donc les espèces menacées sont fortement protégées d'un point de vue juridique. C'est le cas depuis la loi de 1976, mais cette protection, on va dire, se renforce-t-elle, je ne sais pas, mais en tout cas se précise au fur et à mesure, d'abord des lois Grenelle, puis de la loi biodiversité en 2016, avec toujours cet esprit d'une protection forte des espèces rares ou menacées. Et on pourrait donner un exemple, et je suis heureuse de donner cet exemple-là ici aujourd'hui, celui de la mésange bleue par exemple, qui est une espèce intégralement protégée sur l'ensemble du territoire et qui, du fait de cette protection intégrale, ne peut être en aucun cas ni dérangée, son habitat ne peut pas être détruit, tout particulièrement en période de nidification par exemple. C'est exactement ce qui a donné lieu à cet avis de l'OFB concernant le bois de la crémade, excusez-moi, le bois de la crémade, j'ai l'habitude de dire et entendre crémezade, et du coup ça m'a... et qui, du fait de l'observation d'un comportement de mésange bleu en stratégie de nidification et de construction de nids, assume et impose l'arrêt de la destruction du bois. Donc effectivement, les espèces menacées ou rares ne peuvent en aucun cas être détruites, on ne peut pas dégrader leurs œufs, on ne peut pas modifier ou dégrader leurs habitats, on ne peut pas les mutiler, les perturber intentionnellement, les transporter, les détruire, les vendre ou les acheter. Donc, autre type de dispositif institutionnel qui permet la protection de la biodiversité. Et on a des choses un peu équivalentes sur certains types de milieux à travers des directives habitat à l'échelle européenne ou des conventions internationales spécifiques concernant les zones humides, par exemple, concernant le littoral, concernant un certain nombre de milieux dont on juge qu'il nécessite une protection active. Tout ça s'inscrit dans des grands objectifs qui, à l'image des grands-messes, sont régulièrement renouvelés et réactualisés. Et on a notamment des objectifs assez encourageants et assez audacieux qui ont été validés par l'ensemble des parties de la Convention sur la diversité biologique à Montréal en 2022, Cummings Montréal, 2022, 2023. Non, on est en 2024, donc c'était en 2022. Et dans lesquels, par exemple, on s'engage, donc là c'est 196 parties, c'est quasiment tous les pays de la communauté internationale qui s'engagent à assurer l'intégrité, la connectivité, la résilience de tous les écosystèmes, à améliorer ou restaurer... intégrité, connectivité et résilience de tous les écosystèmes est maintenue, améliorée ou restaurée.
l'extinction d'origine humaine des espèces menacées connues est stoppée d'ici 2050. La diversité génétique au sein des populations d'espèces sauvages et domestiquées est maintenue pour préserver leur potentiel d'adaptation, etc. Donc honnêtement, franchement, avec des objectifs comme ça, je pense qu'on a de quoi se rassurer. Et néanmoins, et on va le dire et le redire, néanmoins, la situation non seulement ne s'améliore pas, mais s'empire, et s'empire, ça va pas mieux, mais en plus, ça va de plus en plus rapidement mal. Donc il y a quelque chose qui est complètement paradoxal, à nouveau, dans ce décalage entre des grands objectifs qui sont validés, qui sont dans une certaine mesure opposables, et une situation de dégradation aux différentes échelles locales, régionales et internationales qui n'est absolument pas rassurante. Alors, on ira un petit peu plus dans le détail, mais un des éléments qui mérite notre attention, c'est qu'il y a une forme d'érosion ou de dégradation de ces grands objectifs. Là, j'ai cité par exemple les extinctions d'origine anthropique sont stoppées. Ça, c'est le grand objectif de la communauté internationale. Et quand il s'internalise à l'échelle régionale, par exemple au niveau de la communauté européenne, ou à l'échelle nationale au niveau de la loi française, on est arrivé à pas de perte nette de biodiversité. On pourrait dire il y a juste une syllabe en plus. Cette syllabe, c'est le net. Pas de perte nette de biodiversité, zéro artificialisation nette, pas d'émissions nettes de carbone pour 2050. Dans ce net se loge le pire de finalement ce que peut faire en termes d'absorption et réappropriation capitalistique des politiques publiques environnementales, à savoir que ce net introduit une logique comptable dans nos responsabilités environnementales, introduit cette idée que la responsabilité environnementale, à ne pas dégrader la biodiversité, à viser des objectifs de neutralité carbone, peut être sujette à des mécanismes de substitution, de compensation, de marchandisation. On reviendra un petit peu là-dessus, éventuellement on pourra en reparler pendant la période des questions, mais finalement, dans ce net se loge aussi la différence entre les grandes déclarations et les grandes ambitions qui sont affichées et qui ont une valeur diplomatique à l'échelle internationale, et leur internalisation et leur actualisation dans des politiques publiques plus domestiques qui ne veulent pas objectivement compromettre les grandes orientations, et notamment les grandes orientations en termes de développement économique. Donc, premièrement, par rapport à ces politiques publiques, se souvenir de ce net qui introduit une possibilité de compensation. Deuxièmement, ces politiques publiques que j'ai évoquées ne concernent pas ou très peu les milieux qui sont jugés ordinaires, les milieux agricoles, les milieux forestiers, et donc ne concernent pas finalement les 70% du territoire hors supposé aire protégée, où se joue le destin de la biodiversité. Et Vincent, on pourra en revenir là-dessus dans la période de questions, que ce soit sur les oiseaux communs, sur les insectes. C'est aussi et peut-être surtout dans des milieux qui ne sont pas des milieux à forte valeur patrimoniale que se trame le déclin du vivant. Et puis, il s'intègre dans des hiérarchies de normes où, quand bien même on ait des lois fortement protectrices, elles se trouvent mises en balance avec d'autres normes, comme la propriété privée, comme la liberté d'usage, comme la libre concurrence, d'autres normes qui vont ensuite, dans l'exercice effectif de la loi, en venir, dans de nombreuses circonstances, à finalement faire passer au second plan les outils juridiques de protection de la nature. Et c'est ainsi qu'on voit une pluie de dérogations qui sont accordées, des dérogations à destruction d'espèces protégées, dès lors qu'un projet a reçu l'estampillage de l'utilité publique ou de l'intérêt public majeur. Et finalement, on veut protéger les espèces de façon absolue, mais dès lors que des intérêts économiques, des intérêts en termes d'emploi, des intérêts en termes de rapidité des transports
sont mises en évidence, alors l'intérêt de la biodiversité devient secondaire. Qu'il s'agisse de rendre compte de la crise du vivant, comme l'a fait Vincent à l'instant, ou de concevoir les politiques publiques environnementales, comme j'en ai ébauché certains contours à l'instant, la communauté scientifique est très largement sollicitée. Nous sommes vraiment les acteurs et les complices du diagnostic comme des solutions. Et on peut, dans une certaine mesure, considérer que les scientifiques, et au premier rang desquels les biologistes, les évolutionnistes, les écologues, et plus récemment, moi je viens de la philosophie, une diversité de disciplines qui se sont engagées dans ce qu'on appelle les sciences de la conservation, une sorte d'approche beaucoup plus interdisciplinaire qui inclut les sciences humaines et sociales, ont été et sont encore des lanceurs d'alerte, mais aussi des experts qui sont finalement à la fois au premier plan pour alerter et au premier plan pour offrir des pistes de réponse vis-à-vis de cette crise du vivant. Et donc, on a envie de se questionner sur ce rôle très compliqué des scientifiques dans la crise. Effectivement, en fait, c'est là où on va commencer à rentrer dans le dur. Parce que ce qu'on vient de vous dire, c'est qu'on a une déglingue, on a des pressions, on a quelque chose qui s'effondre, qui est généralement mal résumé par des chiffres qui ne disent qu'une seule partie du problème, et puis on a des réponses institutionnelles. On pourrait très bien continuer en supposant que le gouffre qu'on a esquissé, il vient du fait qu'on n'a pas crié assez fort, qu'il faut connaître encore plus, il faut chiffrer encore plus, ou il faut accélérer, n'est-ce pas, ces réponses institutionnelles, protéger plus vite, etc. Et potentiellement, évidemment, c'est une partie du problème. Mais ce qu'on va essayer de montrer à partir de maintenant, c'est qu'il y a ces grands motifs de diversion que j'ai commencé à esquisser en termes d'hypothèses, qui nous empêchent fondamentalement d'avancer vers l'émergence d'une pensée écologique et de réformes un peu structurelles. Alors accrochez-vous un petit peu, parce que là on va rentrer dans le dur. Le premier grand motif de diversion, on peut le qualifier de épistémique, c'est-à-dire qui relève de la science elle-même. On va essayer d'esquisser ensemble ce que c'est que l'influence du capitalisme sur la science. Pourquoi ? Parce qu'évidemment, ici, on pourrait supposer qu'avec cette figure de lanceur d'alerte ou d'accumulation d'expertise et de connaissances, eh bien, les connaissances accumulées pourraient être l'une, voire l'ultime contradiction du capitalisme. Il suffit de savoir pour dire, vous voyez bien, qu'il y a de la non-durabilité, il y a une forme de connaissances acquises sur le fait que notre régime est climatocide, écocidaire, etc. D'ailleurs, Marx lui-même, on lui attribue déjà d'avoir esquissé le fait que le capitalisme produit ses propres contradictions en épuisant autant la terre que les travailleurs. Bon. Sauf que, justement, ce serait concevoir la production scientifique comme un rempart extérieur à la logique capitaliste. Or, loin de cette extériorité, la production de connaissances contemporaines revêt tous les aspects, en tout cas certains aspects. Compétitivité, productivité, scientométrie, classement, appel à projets innovants, etc. En fait, on peut décrire le régime de production scientifique, non pas comme l'accumulation extérieure hors champ d'alertes objectives sur le monde, mais comme relevant d'un régime technoscientifique dans lequel la recherche est inséparable d'un rapport à la technique et d'une économie des promesses. Engouement, enthousiasme, investissement se succèdent au rythme des contraires, désillusions, craintes, fabrication d'ignorance. La recherche poursuit des cycles de plus en plus accélérés, guidés par des logiques d'accumulation, de richesse, d'expertise, mais aussi de pouvoir et d'ego. Voilà. Donc là, c'est un peu une invitation à comprendre vraiment ce que ça a comme conséquence de réfléchir sur nos propres pratiques, ou ce qu'est devenu la science. Alors ça prend des formes plus ou moins étranges. Par exemple, les ressources humaines du CNRS, rien que ce terme de ressources humaines est quand même un peu troublant, produit ses propres formations à la conduite managériale des laboratoires et encourage le développement des capacités de management du chercheur. Le vocabulaire et les techniques de management des entreprises sont largement intériorisés. La formation permanente du CNRS vous propose, donc je suis allé la voir hier, un dispositif qualifié d'innovant et ludique. C'est le voyage du management. Donc les objectifs de la formation sont les suivants: acquérir les notions essentielles d'un management efficace, réussir à adopter un comportement de cadre dès sa prise de fonction,
c'est un peu intimidant, parce qu'il faudra savoir si on est d'accord avec ça. Développer des techniques de communication managériale pertinentes, savoir s'affirmer, mobiliser et animer son équipe. On a une tendance à une forme voilà, une trajectoire d'agence de moyens, de plateforme d'expertise, de prestations de services qui se développent aux côtés de la recherche. Il y a un ethos de la recherche qui est devenu assez troublant. On est obligé de l'admettre quand on est chercheur. En même temps, il ne devrait pas tant surprendre que ça. Il est explicité. On peut retracer historiquement d'où ça sort. Son affirmation a plusieurs ancrages, dont un passé relativement récent, qui est le tournant des années 2000 avec l'agenda de Lisbonne, qui instaure la recherche sur projet. En fait, c'est construit complètement et systématise le système d'appel d'offres et assume ouvertement que l'Union européenne, je cite, doit devenir l'économie de la connaissance la plus compétitive et la plus dynamique du monde d'ici à 2010. Le secteur privé a bien vite compris qu'il pouvait être l'acteur central de cette dynamique. Alors ça paraît un peu étrange pour les gens qui ne sont pas un peu du monde universitaire ou académique, mais la diffusion des publications, c'est le monopole de quelques groupes, et les alternatives qui ont vraiment du mal à faire émerger que les publications tombent dans le domaine public, pourtant produit largement par le public. Bon. Et de fait, nous parions et nous spéculons en tant que chercheurs sans cesse sur la qualité des revues, le nombre de citations, le score des chercheurs, jusqu'au sein des masters et des écoles doctorales. La culture du chiffre est admise comme gage de bonne science. Mon histoire personnelle n'a aucun intérêt, mais j'ai été complètement pétri par ce système-là de la course aux chiffres, aux indices, tous baroques, les plus baroques les uns que les autres. Donc il y a bien un modèle de recherche scientifique qui ne peut pas s'annoncer comme, dans son fonctionnement même, un rempart à la logique d'accumulation, de productivité, de mise en compétition, etc. C'est non seulement politisé, intériorisé, accepté et encouragé par nous-mêmes, on peut reconnaître. Mais ça, c'était pour le modèle. Mais sur les objets, plus que dans le modèle, la diversion que j'ai qualifiée d'épistémique, c'est là où c'est le plus significatif. Finalement, la biodiversité n'a pas résisté aux assauts d'une reconfiguration largement instrumentale et des logiques de substitution. Donc Virginie a commencé à esquisser les contours. C'est devenu complètement intériorisé que la biodiversité pourvoit des services écosystémiques, ne soit que l'objet d'une accumulation de biens et de services pour les sociétés humaines, et qu'on réduise sa valeur à ce qu'elle produit comme service. Sa destruction peut être désormais compensée en appliquant des règles d'équivalence, où on estime que poursuivre la logique des crédits carbone pour générer des crédits de biodiversité est une solution tout à fait acceptable et encouragée. De manière un peu moins immédiate, moi il me semble que même l'accumulation de corrélations entre pression et réponse, ce à quoi j'ai participé largement, donnez-moi une pression, je regarde ce que ça fait comme réponse sur un des aspects de la biodiversité, un nombre d'espèces, des abondances, etc., qu'on accumule depuis 50 ans. C'est autant de micro-diversions qui sont valorisables scientifiquement, qui permettent de faire des carrières entières, mais absolument compatibles avec le poursuite du régime de destruction. C'est complètement inoffensif d'accumuler pendant 50 ans des liens entre des pressions et des réponses, des corrélations entre le degré d'artificialisation et le nombre d'espèces d'oiseaux, entre le changement climatique et le déclin de telle espèce de papillon, etc. Il y a un tour de passe-passe donc, qui est assez intéressant ici, c'est que la focalisation de la recherche de la biodiversité, et je veux dire, là-dessus, ce n'est pas un problème en soi, mais c'est l'ampleur que ça a pris, c'est essentiellement intéressé aux symptômes. Voilà. On n'a fait que documenter le déclin, Suave mare magno, on se noie sous les yeux, mais finalement, pratiquement, un peu comme cette blague de chirurgien, l'opération a réussi, mais le patient est mort. C'est-à-dire, alors on peut continuer à décrire cette crise, il n'y a aucun souci. Donc, voilà, il me semblait intéressant de souligner une partie de cette diversion épistémique qui viendrait du fait qu'on produit un modèle de production de connaissances et des objets de cette production de connaissances qui s'accommodent très bien avec la poursuite d'un régime de destruction. Bon, à discuter. Mais, à mon avis, on pourrait aller encore un peu plus loin. Bientôt fini avec cette notion de diversion épistémique, mais je voulais absolument partager avec vous cette idée que ce n'est pas juste ça. Parce que dans ce cas-là, il y aurait juste une erreur d'appréciation, il y aurait juste comme un malentendu. Il suffirait de s'intéresser enfin un peu plus aux causes des causes. Il suffirait enfin de changer de cible, de remonter mécaniquement un petit peu
avec je sais pas, un grand coup d'interdisciplinarité, de sciences politiques, voilà, d'essayer de voir comment réinscrire la critique de la crise écologique dans quelque chose de moins réductionniste. Bon. Et là, il y a une hypothèse plus fine qu'on est obligé d'aborder, ce qui est celle selon laquelle le capitalisme aurait un coup d'avance, et que l'ajustement de la critique ne suffit pas ou ne suffit plus. Alors c'est notamment ce qui est proposé dans l'analyse des sociologues Luc Boltanski et F. Chapelleau dans Le Nouvel Esprit du capitalisme. Ça, moi je trouve qu'on s'accorde ou pas avec l'ensemble de leurs thèses, en tout cas leurs propositions extrêmement stimulantes sur le plan de la pensée. Évidemment, ils s'étonnent d'une relative désertion de la critique du capitalisme qui était extrêmement vive dans les années 70. En fait, on est déjà passé par je veux dire, un âge d'or de la critique du capitalisme, par les mouvements ouvriers, mais aussi féministes et écologiques dans les années 70. Il suffit d'ouvrir les ouvrages des écologues de cette période-là pour voir qu'on ne fait que répéter, un peu en moins bien d'ailleurs, ce qu'ils racontaient déjà. C'est assez troublant. Et ils expliquent comment cette critique a été complètement phagocytée ou amoindrie dans un tournant après les années 70. Donc après s'être exposé aux critiques les plus vives, donc il catégorise un peu entre cette critique artiste du désenchantement, de l'oppression, mais aussi cette critique sociale que le capitalisme produit des inégalités égoïstes, l'égoïsme, etc., l'individualisme. Il relève que le capitalisme a réussi à se réinventer en intégrant ces critiques, voire en les stimulant lui-même. C'est très bien vu dans le fait que, ne trouvant pas vraiment de justification, ce capitalisme subissant les assauts de cette critique, eh bien, qu'à cela ne tienne, a pu se réinventer, non pas dans un esprit autoritaire, mais beaucoup plus conciliant. Il écoute, il compose, il se renouvelle. L'incorporation de la critique sociale se fait par exemple en encourageant l'émancipation personnelle. Devenez entrepreneur de vous-même, émancipez-vous. Alors non pas collectivement, il ne faut pas que ça pèse trop, mais individuellement, il n'y a pas de souci. Soyez dans cette liberté individuelle. La critique artiste, quant à elle, elle est aussi incorporée sans encombre. Oui, bien sûr, réenchantez le monde, chantez, dansez même, engagez-vous, adaptez-vous, il n'y a pas de souci. La route du soi, de l'émancipation personnelle, est devenue un business bien lucratif où une critique divertissante, mais n'a plus du tout la percée ou la portée qu'elle pouvait avoir parce qu'elle est encouragée par le capitalisme lui-même. Le capitalisme demeure un principe d'accumulation, mais en ingérant la critique, il invente des propriétés vertueuses. Voilà. Alors ça, je trouve ça assez troublant comme proposition, parce que si effectivement c'est le cas, et je pense qu'en effet il y a quelque chose de cet ordre qui se joue, eh bien la critique est largement amoindrie. Vous pouvez acheter du café bio équitable, vous pouvez porter et même acheter des casquettes Che Guevara. Tout ça, ça fera des blagues, des blogs, du bruit, de l'agitation, mais en aucun cas on commence à aborder toujours les problèmes de fond. J'ai trouvé chez André Gortz une citation dans les années 70 qui avait déjà un tout petit peu prévu ça. Il nous dit que dès qu'on va parler d'écologie, c'est suffisamment heurtant au début pour que les partisans de l'ordre, je cite, vous disent que vous voulez leur ruine, le triomphe de l'anarchie et l'obscurantisme. Mais dans un deuxième temps, quand la force des choses et la pression populaire deviennent irrésistibles, on vous accorde ce qu'on vous refusait au début et fondamentalement, rien ne change. Vous voyez le retournement ou l'incorporation de la critique dans le processus lui-même. Donc voilà le motif de diversion un petit peu poussé dans ces retranchements. Non seulement le modèle de production de connaissances, mais ces objets et la critique elle-même, qu'elle vienne des sciences humaines ou des écologues les plus engagés, fait un peu d'agitation et de diversion, mais en aucun cas ne remet en question le régime de destruction en cours. Alors, nécessité de la nuance, évidemment, disclaimer à ce moment-là. On compte parmi les chercheurs des lanceurs d'alerte essentiels, parce que là on aurait une conclusion possible qui est de dire alors du coup quoi, il faut arrêter de faire de la recherche, de toute façon même la critique elle-même elle est plus possible. Non, elle est absolument vitale et c'est même l'une des armes de résistance possibles, essentielles. On en reparlera à la fin dans les possibilités de l'engagement. Le point ici qu'on peut faire, c'est qu'il y a des caractéristiques majeures du capitalisme, y compris les critiques qu'on peut lui adresser, qui sont largement incorporées
par la recherche scientifique elle-même. Voilà cette grande diversion épistémique à débattre, mais qui nous semble aujourd'hui incontournable. Alors, il y a une deuxième diversion qui a exploré, qui n'est non pas l'influence du capitalisme sur la science, mais le contraire. En effet, cette image d'une science qui serait contaminée, intégrée au capitalisme, n'épuise pas le motif de la diversion épistémique, car il demeure un angle mort dans cette proposition. Cet angle mort, c'est en partie à Valplemood que je dois de réussir à le mettre en évidence avec vous aujourd'hui. Et c'est qu'indépendamment de l'influence du capitalisme sur la science, Valplemood va nous montrer comment la science elle-même, et en tout cas la forme qu'a prise la science dans sa version moderne, peut être à l'origine, ou antérieure en tout cas, de cette puissance d'appropriation, de domination et de destruction qui se trouve au cœur du capitalisme. L'objectivisme prétendu et recherché dans la science moderne suppose lui-même que le monde qui est devant soi, le monde qui s'étend là, seulement là, n'est que la manifestation de lois qu'il reviendrait à découvrir et qui permettrait le sujet connaissant, le sujet scientifique, de caractériser un objet extérieur, inerte. Et cette distinction du sujet connaissant et de l'objet connu s'inscrit dans une trame plus vaste de dualisme qui a été très bien mise en évidence par Valplemood, d'abord dans Feminism and the Mastery of Nature, qui est son premier très grand texte qui va dans les semaines ou les mois à venir être traduit et publié en français aux éditions Dehors. Et puis a été réélaboré dans La crise écologique de la raison, deuxième grande œuvre, parmi d'autres textes importants également, qui est paru au mois de janvier, je crois, en français aux éditions Wild Project. Donc Valplemood nous décrit finalement la science telle qu'issue et formatée par la modernité et la révolution scientifique comme une pratique sado-impassible. Avant de décrire cette sado-impassibilité, il vaut la peine de revenir un petit peu sur ce que Plemood considère et décrit de façon assez brillante comme la logique du dualisme. De quoi s'agit-il quand Valplemood nous parle de dualisme? Le dualisme qui est au cœur de la démarche scientifique, c'est celui de l'objet et du sujet. Mais il s'inscrit dans une autre trame de couple polarisé dont on pourrait dire que l'origine, la version originelle, c'est ce fameux dualisme cartésien entre la pensée et la matière. D'abord, qu'est-ce qu'un dualisme selon Plemood? Un dualisme, c'est quelque chose, c'est une construction, une opération intellectuelle qui vise à séparer un ensemble d'éléments, à les séparer par ce qu'elle va décrire comme une hyper-séparation, c'est-à-dire il ne s'agit pas simplement de les distinguer, mais de les hyper-séparer en surjouant, en surestimant l'imperméabilité entre les deux pôles ainsi séparés. D'abord une hyper-séparation et puis ensuite une hiérarchisation, une forme de naturalisation de la domination supposée d'un des termes sur l'autre. Donc, dans le cas de cette espèce de dualisme originel que serait la pensée et la matière dans la philosophie cartésienne, on a donc une absence totale de continuité et d'interdépendance entre ces deux substances, la substantialisation elle-même étant une forme très complexe d'homogénéisation et de séparation, et puis une hiérarchie extrêmement forte entre la pensée qui informe, qui est le locus
de toute liberté, qui est donc l'espace d'expression de l'humanité en tant qu'humanité par excellence. Et puis la matière, qui se trouve ainsi désempuissantée, strictement inerte, disponible, le simple étant. Et de ce premier couple vont découler un ensemble de couples polarisés et hiérarchisés, qui sont le féminin et le masculin. Alors on va commencer par la valence positive du couple, le masculin et le féminin, le rationnel et l'émotionnel, l'européen ou le civilisé et le non-européen ou le sauvage, la culture et la nature, etc., etc. Également la rationalité et l'émotion, l'esprit et le corps. Et donc, on a tous ces couples comme ça, on a l'impression d'être dans une liste, mais en réalité, ce qui fonctionne très très bien dans la démonstration de Plumwood, c'est la façon dont tous ces couples se renforcent et s'alimentent mutuellement. Et donc, on va avoir des sortes d'agrégations par association entre ce qui relève du rationnel, de l'universel, du masculin, de l'occidental, de la culture d'un côté, très fortement valorisé, et dont on nie toutes les continuités, les ressemblances et les interdépendances avec l'émotionnel, le féminin, le non-occidental, la nature, le sauvage de l'autre. Donc voilà un petit peu en quelques phrases, et c'est évidemment une façon un peu hâtive de vous présenter cette structure du dualisme tel que l'expose Val Plumwood, mais voici un petit peu ce qui, selon Plumwood, produit la matrice des dominations dans laquelle la culture occidentale se trouve empêtrée. Et la magie un peu du texte de Plumwood que j'ai évoqué, la crise écologique de la raison, c'est que contrairement à beaucoup de tentatives de critique de ce rationalisme qui vont finalement tenter de diminuer ou critiquer l'importance de la raison, Plumwood adopte une perspective et une stratégie très différente. C'est qu'au contraire, elle veut revaloriser la raison, mais en l'étoffant, en l'épaississant, en enrichissant la conception qu'on s'en fait, et en montrant que le rationalisme, donc cette idéologie de la suprématie de la raison sur un ensemble de rapports au monde, non seulement n'est pas raisonnable, c'est-à-dire qu'il ne rend pas justice à la raison, mais qu'en plus, il nous écarte, il épuise finalement les richesses propres de la raison. Donc, c'est absolument pas un anti-rationalisme, en tout cas, c'est en tout cas absolument pas une critique de la raison que propose Plumwood, mais plutôt une revalorisation et un enrichissement de notre conception de la raison. Et pourquoi ce grand détour ? Parce que ça concerne au premier plan la façon dont l'entreprise scientifique a adopté ce rationalisme. Plumwood nous dit que la science moderne n'est pas simplement à la marge affectée par la société dans laquelle elle vit, et en l'occurrence par les puissances capitalistes qu'a évoqué tout à l'heure Vincent. Elle considère au contraire que la science moderne est la mère de ce rapport au monde, que dans cette entreprise de la science moderne, d'une mise à distance radicale, d'une prétention à l'universalité des savoirs, au détachement du savant vis-à-vis des choses connues ou investiguées, se loge justement le processus même d'objectivation et d'instrumentalisation du monde naturel. Et donc la technoscience n'est pas un effet accidentel de la rencontre d'une entreprise scientifique avec des puissances économiques qui lui seraient en quelque sorte hétérogènes. Non, 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 nous dit-elle, la technoscience est le fruit même de l'entreprise de la science moderne, à savoir une entreprise de connaissance qui ne fonctionne que sur un régime de mise à distance, d'objectivation et de domination.
Il y a deux transitions historiques importantes qui jalonnent cet avènement de la science moderne. Cette première transition, c'est celle d'un pur rationalisme platonicien qui avait donc déjà mis à distance le corps, les émotions, l'empirie, le particulier, au profit d'une valorisation et d'une survalorisation d'un monde désincarné. On nous envoie des petits mots, mais à mon âge, ma vue ne me permet plus de lire le stylo bille. On surveille le temps. Ce rationalisme platonicien crée une scission entre le monde de l'empirie, du vécu, du sensible, de l'émotion, du particulier et l'abstraction pure des idées et cette valorisation de l'universel. Mais deuxième transition, et c'est Caroline Merchant, autre autrice dont on considère qu'elle fait partie un petit peu des racines de ce qu'on appelle l'écoféminisme. Caroline Merchant montre comment, avec la révolution scientifique, avec la modernité, le modèle organique de la nature, c'est-à-dire le modèle d'une nature comme puissance, d'une nature comme créativité, d'une nature comme autonomie, puissance autonome, va être radicalement transformée et révolutionnée par cette idée d'une nature inerte et d'un désempuissantement et d'une désactivation du monde sensible. Et donc on a à la fois la survalorisation d'un rapport strictement rationnel au monde et le désempuissantement de l'objet dont on tente de connaître, de dévoiler les secrets qui nous seraient cachés. Donc, avec cette objectivité vient cette prétention à l'objectivité, à l'universalisme et à la décirconstancialisation du savoir, vient aussi le mirage d'une scission radicale entre la science et la politique, vient aussi ce mirage finalement de la fameuse tour d'ivoire où les scientifiques seraient volant quelque part dans le ciel des idées, des êtres purement rationnels et purement désintéressés. C'est un mirage et on y reviendra à de nombreux égards, mais en tout cas, il continue d'exercer et de mettre un voile sur notre capacité à intégrer et à articuler la démarche scientifique avec à la fois ses causes, ses circonstances, mais aussi ses effets politiques. On a parlé d'une diversion qui serait proprement épistémique, influence du capitalisme sur la science. Là, on vient d'évoquer une diversion qu'on pourrait qualifier d'ontologique, influence de la science sur le capitalisme. Voilà, donc une invitation à ne pas séparer un peu ces motifs de diversion, de montrer que c'est une invitation à réfléchir sur nos objets, nos pratiques, et comment ça se constitue, comment ça participe ou ça rend possible ce modèle de destruction. Venons-en à peut-être ce troisième motif de diversion qui est absolument central, qui est proprement politique, donc le motif de diversion politique. Et là, il va y avoir deux séquences, qui vont être peut-être un peu plus concises, mais une version soft et une version hard. Il y a un soft power et il y a un hard power, un petit peu de ce qui constitue les diversions qui nous empêchent de traiter structurellement les causes de la crise de la diversité. Alors, les méthodes douces. Moi, je ne veux plus les méthodes douces. J'ai déjà évoqué un petit peu dans son principe ce truc un peu troublant, qu'il y aurait une récupération très facile, très subtile, pas plus ou moins subtile d'ailleurs, de la critique par le capitalisme lui-même. Mais cela, c'est pas abstrait, ça se manifeste concrètement dans des diversions qu'on peut qualifier de tactiques. Et là, il y a l'embarras du choix en la matière. La première approche, elle est assez grossière, il s'agit de toutes les formes plus ou moins subtiles de la participation des destructeurs de la biodiversité au salut de la biodiversité. Alors Coca-Cola participe à la COP27, Nutella et Veolia au congrès de l'UICN, Chevron Industrie qui fait des forages destructeurs inonde les États-Unis de publicité en se positionnant comme sauveur de les coyotes,
Total, LU, LVMH et le MEDEF lui-même, tous s'engagent pour la biodiversité. Alors Danone, c'est un grand champion en la matière, et il annonce des chiffres de protection et de participation à l'intégration de la biodiversité exceptionnels, des solutions innovantes, une coalition sans précédent, une agriculture régénératrice. À en croire cette avalanche de bonne volonté, alors ça c'est de moi, je trouvais ça assez sympa, je vous le dis, voilà. C'est pas tout le monde se lève pour Danette, mais c'est Danette qui se lève pour tout le monde. Peut-être que ça parle à personne, mais je sais plus, mais en tête, tout le monde se lève pour tout. Bref. Non, il y a un peu ça. Alors, est-ce qu'on est dupe ou on n'est pas dupe? En tout cas, comme tout se passe comme si il n'y avait aucun problème à accueillir ça comme la manifestation, évidemment, d'une bonne volonté, d'une volonté de participer au sauvetage de la biodiversité. En tout cas, tout le monde s'engage. Mais la recherche elle-même, elle est concernée, bien sûr, au premier plan, avec une infiltration de ces logiques, à coup de bourses de thèse, de crédits d'impôt, d'appels d'offres variés, qui créent des situations inextricables de pression directe ou indirecte sur les labos, sur les chercheurs ou les doctorants. Donc, il y a vraiment cet aspect-là qu'on ne peut pas écarter, c'est que nous avons parmi un petit peu les acteurs de la sauvegarde, de la protection de la biodiversité, dans tous les secteurs, et bien, les mêmes destructeurs de la biodiversité. Alors, une deuxième approche me paraît peut-être un peu plus profonde et s'intéresse au rôle du langage lui-même. Greenwashing, novlangue, nudging partagent en commun le recours à des subterfuges langagiers qui deviennent des technologies politiques. Ces petits coups de pouce, nudging, ça veut dire un bon coup de pouce, c'est issu de l'économie comportementale et de la psychologie sociale. C'est des techniques douces et non contraignantes pour influencer les décisions et les comportements des individus. La conduite des conduites, comme le disait Michel Foucault, qui passe par l'utilisation de certains mots, la sélection de certains mots. Et là, on peut mobiliser l'ouvrage sur le greenwashing, publié dans la collection Anthropocène, notamment par l'ortelière Aurélien Derland et Guillaume Cabot, qui est ici. Parce que justement, ils égrènent de manière assez sympathique tout ce qui tombe sous ce coup de la transition écologique contenue par des mots qui portent en eux-mêmes des promesses. Neutralité carbone, dématérialisation, développement durable, même biodiversité lui-même, on est un peu obligé maintenant de le ranger un peu dans ces catégories-là. Compensation, nature-based solution, Green New Deal, zéro artificialisation nette, ZEN, zéro émission nette. Bon, difficile de rester zen avec ça, mais le dernier né en la matière, je trouve extraordinaire, c'est nature positive. Alors, nature positive, s'il est défini par Epistème comme ça, c'est un résumé ambitieux, inclusif et intuitif des objets de société pour la nature. Il peut être utilisé par les entreprises, les gouvernements et la société civile pour intégrer et faire progresser l'engagement, l'enthousiasme croissant pour le concept du positif pour la nature représente une opportunité prometteuse d'accélérer et d'intensifier les actions nécessaires de toute urgence pour mettre un terme à inverser la perte de nature. Et alors pour moi c'est complètement mystique ce truc-là. C'est-à-dire que ça a un mérite quand même, c'est de reconnaître ouvertement la magie d'opération. Il suffit d'utiliser le terme pour faire progresser les engagements. C'est pas mal. À mon avis, il faut avoir fait une école de management pour être capable de proposer ça. Mettez positif à côté de nature et vous allez dans la transition écologique, ou en tout cas, vous montrer que vous allez dans cette transition. Alors, il y a quelque chose de plus profond, à mon avis, que juste une arnaque, l'image de l'arnaque, ce serait trop simple. C'est que ça vient avec une écologie clé en main, une pensée pour vous-même, munie de ces bonnes actions, en se qualifiant de positif pour la nature, les entreprises destructrices, permettent de résoudre en un seul mot le dilemme auquel elles sont opposées. Avec évidemment des labels, des plaquettes, et puis tous les discours qui auto-confortent cette même logique. C'est pas seulement des langages. Par exemple, le cas de l'histoire du recyclage, avec lequel je me suis un petit peu intéressé, assez frappant en la matière. Le slogan Keep America Beautiful, par exemple, qui est proposé dans les années 60 par une ONG qui porte ce nom, Keep America Beautiful. Donc on a un beau slogan, c'est pas America Great Again, mais Keep America Beautiful, est financé par les plus grands pollueurs, donc industriels du tabac, de la canette, de la bouteille plastique et du packaging. Et ces financeurs qui financent Keep America Beautiful proposent que nous sommes tous des pollueurs capables de dépolluer. Voilà. Vous êtes des écolos guerriers. Le dimanche avec vos enfants, ramassez les déchets. Vous voyez un peu
le cynisme un petit peu de l'opération. Donc ils avaient un autre slogan fabuleux, c'est « People start pollution, people can stop it ». Vous êtes responsable de la pollution, mais vous êtes aussi responsable de la dépollution, nous disent les industries de la planète. Et fondamentalement, mon engagement sur la nature se trouve réconforté. Voilà une autre forme de diversion langagière, mais aussi parfois accompagnée de campagnes, de mobilisation, qui fait figure, à mon sens, de ce qu'on peut appeler un soft power, ou en tout cas une technologie politique de diversion. Alors la critique, elle est tellement intégrée dans ce cas-là qu'elle annule toute remise en question structurelle sur les modèles de construction. Il est par construction difficile d'être contre. Qui va être aujourd'hui contre le recyclage? Ça n'a aucun sens. Et ça me place du côté, évidemment, de la radicalité dès lors que je m'insurgerai contre ces techniques-là. Alors ça, c'était le côté soft. On a un côté sur cette diversion politique qui est bien moins soft. En effet, à côté de toutes ces nudge, buzzwords, greenwashing, il y a des versions plus brutales de la diversion, voire de la mutilation de l'exercice de la science et de la recherche dans le contexte de la crise environnementale. Et elles se sont manifestées dans toute leur crudité et cruauté depuis quelques années via les séquences de surveillance, répression, criminalisation des mouvements écologistes. Les relations entre les scientifiques, l'expertise et les mouvements écologistes sont des relations organiques depuis très longtemps. À la fois parce que justement ce sont, on l'a dit à de nombreuses reprises, souvent les scientifiques qui se retrouvent lanceurs d'alerte et que c'est souvent à travers des formes directes ou indirectes d'expertise que l'on peut mettre en évidence la nécessité de s'opposer à tel ou tel projet destructeur de biodiversité, telle ou telle molécule impactante sur la santé humaine et la diversité du vivant, etc. etc. Donc là, je pense qu'une assemblée comme celle que vous constituez est assez familière de cette actualité. On a eu dans le contexte hexagonal français la création de la cellule Déméter, qui a ensuite été considérée comme illégale, mais qui avait pour objectif effectif de surveiller les mouvements environnementaux. Et dans ces mouvements, il y a des scientifiques qui sont engagés en tant qu'activistes, citoyens, citoyennes, mais aussi qui prennent régulièrement la parole en tant que scientifiques. Et quand bien même cette cellule ait été déclarée illégale, on sait qu'elle a poursuivi ses activités. En ce qui concerne la surveillance, on l'a vu d'une façon tout à fait glaçante à travers quelques mises en examen et procès récemment autour des événements à Bouc-Bel-Air, puis à Sainte-Soline, où on a vu le gigantisme de l'appareil de surveillance qui était mis en œuvre. Et cette surveillance fait planer finalement, notamment sur des chercheurs et des chercheuses qui, pour nombre d'entre nous, sont également des fonctionnaires d'État, fait planer une sorte de pression, une pression qui ne relève pas simplement du manque de courage, mais qui relève d'enjeux concrets, finalement, que c'est mon ou ma ministre, quel impact les prises de position dans l'espace public peuvent avoir sur la capacité que je vais avoir dans l'avenir à faire mon métier comme je souhaite m'y consacrer, etc., etc. Surveillance, première marche, mais au-delà de la censure, on l'a vu, tu l'as évoqué brièvement, avec un rapport de l'ANSES qui a été incidemment mis sous un dossier concernant l'impact possible des nouveaux OGM sur la santé humaine et qui n'a finalement pas été publié avant que le débat soit discuté à l'Union européenne puis à l'Assemblée nationale. Et puis criminalisation
alors que ce soit des scientifiques ou des porteurs de ces alertes scientifiques, criminalisation, à travers un certain nombre de procès. Donc on a l'histoire un peu longue des faucheurs volontaires, où justement des scientifiques, qu'ils soient généticiens, historiens, ont témoigné dans des procès pour justifier finalement de la légitimité de ces actes comme relevant authentiquement de désobéissance civile. Et donc on a un appareil répressif qui est extrêmement... qui produit une mise sous pression et une possibilité d'autocensure assez important. Et puis là, je suis restée au cas français dans lequel des militants écologistes sont morts pour leurs engagements. On peut penser à Rémi Fraisse, à Sivens, mais à travers le monde, les choses sont tragiques et on a aujourd'hui beaucoup de militants écologistes qui sont dans des prisons ou assassinés du fait de leurs engagements. Donc il y a une brutalité de cet empêchement et de cette diversion qui s'exprime à différents degrés, mais qui ne peut pas ne pas influencer notre volonté et notre capacité à s'engager pour des causes écologistes aujourd'hui. Donc là, ça c'était un petit peu... tu feras la transition mieux que moi, mais voilà, finalement, dans quel régime d'empêchement se trouve-t-on en tant que scientifique ou relevant du monde de la recherche pour prendre à bras-le-corps un rapport et une prise en charge des causes de cette dégradation du monde vivant. Et donc, on a évoqué une diversion scientifique liée à l'impact du capitalisme sur la science, une diversion ontologique liée à la structure même de la science comme produisant les conditions matérielles de l'objectivation et de la mise en ressources du monde, une diversion politique dans sa version douce et une diversion politique dans sa version brutale. Et maintenant, on a envie, peut-être en guise d'ouverture à la discussion, d'évoquer quelques pistes de dédiversion, de refocalisation de l'activité scientifique et de l'engagement scientifique dans la société sur la question de la protection de la nature. Alors, en fait, c'est bien qu'il y aura 10 minutes parce que tout ça, c'était une introduction à ce qu'on va dire maintenant, mais qu'on va essayer de partager avec vous. C'est-à-dire que si on ne s'est pas trompé, à chaque fois, dans ce qu'on appelle ces motifs de diversion, on doit pouvoir identifier des failles, on doit pouvoir ne pas rester au bord du truc à regarder ces diversions et ces obstacles, et juste être contemplateur de ça, mais de trouver des aspérités, comment effectivement s'engager autrement. Peut-être un peu moins naïvement, si on a pris conscience de tout ça, alors on doit être peut-être un peu mieux armé pour envisager des manières de s'engager un peu nouvelles et différentes. Alors c'est ça, c'est la partie ouverte qu'on va vouloir partager avec vous, et nous, de manière un petit peu peut-être mécanique, on s'est dit qu'il suffisait peut-être de faire des contre-propositions à chaque motif de diversion, c'est-à-dire que cette science telle que je l'ai décrite de manière extrêmement caricaturale, un petit peu comme qui tourne toujours à la poursuite d'une productivité qui reprend à son compte les canons du capitalisme, etc., n'est pas condamné à être cette science-là. On peut faire de la science autrement, bien sûr. Donc il y a, pour le faire de manière aussi caricaturale mais en sens inverse, une slow science engagée possible, qui n'est pas hystérisée par sa productivité, son rapport à l'accumulation de chiffres, de publications, etc. Donc ça, c'est, je veux dire, une première faille possible, c'est de nager à contre-courant, avec toutes les difficultés que ça représente. Mais on n'est pas obligé forcément de prêter allégeance à cette forme de science, finalement, que j'ai évoquée. Il y a des pistes pour ça, qui ont été un peu formalisées sous le nom de sciences post-normales, etc. Mais même de manière plus humble, à l'échelle des laboratoires, à l'échelle des soutiens qu'on peut avoir sur certaines formes de publication et pas d'autres, sur la revendication d'une recherche à long terme qui prend du temps, de ralentir un certain nombre de choses, d'une interrogation sur nos pratiques, etc. On doit disposer de moyens de faire science un peu autrement.
Bon, j'ai envie de continuer parce que voilà, après on va ouvrir avec vous cette discussion. Mais évidemment, sur la question ontologique, c'est pareil. Soit si tu veux, tu vas la préciser. Non, vas-y. La grande question, c'est comment désinstrumentaliser les vivants. Comment effectivement trouver les ressources qui nous permettent de tourner un petit peu le dos, de s'ouvrir plus exactement à d'autres formes d'appréciation du réel que celle qui nous est proposée par ce rapport de domination qui exclut, qui filtre, qui permet de jouer sur des dichotomies qui sont excluantes. Donc comment trouver, et on a les possibilités, Paul-Claude nous propose un peu une voie là-dessus, mais comment justement avoir un rapport au vivant un peu différent que celui qui nous est donné par ce rapport très, très réifiant du réel. Et puis, peut-être s'insurger un petit peu, garder un coin de notre tête, comme le dit Jacques Deschamps, qui fait l'éloge de l'émeute, que j'aime beaucoup, c'est garder un coin de notre tête qui soit toujours un petit peu insurgé contre ces pratiques de brainwashing, de nudging, voilà, peut-être se proposer en braconnier, en essayant de résister un peu à ces techniques langagières que, à mon avis, trop souvent on accepte comme étant inoffensives, comme étant simplement un artefact, alors qu'elles véhiculent un programme politique, une relation aux valeurs, etc. Donc, ça peut se faire à l'échelle des laboratoires, mais il y a certains mots qu'on bannit systématiquement ou qu'on reprend à rebours, dont on essaye de faire un peu l'épistémologie, voir qui prononce ça, pour dire quoi, pour faire quoi. On n'est pas obligé d'être les utilisateurs passifs, finalement, de ces technologies politiques qui finalement infiltrent un petit peu la crise de la biodiversité et les réponses qu'on apporte. Et puis, alors, sur la question de l'engagement, en fait, la chose sur laquelle on s'est très vite mis d'accord, c'est qu'elle est un peu polluée par l'idée de la figure héroïque. Voilà, il faudrait se sacrifier, le scientifique engagé, comme voilà, celui qui va sur les barricades, qui donne de sa vie, de son corps, etc. Il y a une diversité des engagements possibles, mais il y a des formes de soutien, de constitution de bases arrières, de formation des activistes, et aussi d'être formé par les activistes en retour. Il y a toute une continuité possible de l'engagement qui, à mon avis, est à inventer, mais qui est peut-être un peu empêchée par une forme de caricature qu'on aurait de l'engagement seulement sous sa forme la plus héroïque. Voilà. Et là, à la fin de ces 3 chantiers, on a envie de partager avec vous et d'avoir vos propositions et vos retours sur l'ensemble de cette proposition du motif de la diversion, des diversions possibles et des engagements un peu nouveaux, rafraîchis qu'elles peuvent générer. Merci beaucoup.